Bonsoir à toutes et à tous. Imaginez, vous êtes dans une salle de réunion en Chine. Devant vous, vous avez des partenaires chinois qui ne parlent pas votre langue, qui n'ont pas les mêmes mentalités, les mêmes codes culturels. Et malgré tout, vous allez devoir essayer de négocier avec eux. C'est exactement dans ce cadre-là que je me suis retrouvé il y a maintenant une quinzaine d'années, quand j'ai fait mon VIE en Chine, donc volontariat international en entreprise. Eh bien, lors de cette conférence, ce que je vais tenter de voir avec vous, c'est toutes les leçons que j'ai apprises, non pas dans un livre, mais au contraire sur le terrain. Et toutes les erreurs que j'ai pu commettre pendant mes expériences en Chine, eh bien, je vais essayer de vous les communiquer afin que vous puissiez par la suite éviter de les recommettre à nouveau. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une journée exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est, pour ceux qui le savent, on fête le Nouvel An chinois depuis hier, et ça va durer une huitaine de jours. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on commence directement la présentation de cette conférence. Petite introduction de ma part pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ça fait maintenant, la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 2007, ça commence à remonter un peu. Et à l'époque, je suis parti pour faire 2 mois de séjour là-bas. C'était vraiment par pur loisir. Et en réalité, c'est devenu une passion. Je ne parlais pas du tout un mot de mandarin, je n'y connaissais rien à la Chine. Et en fait, j'ai découvert une Chine qu'on ne trouve pas dans les médias mainstream. Donc par la suite, en réalité, j'ai eu l'occasion de partir en Chine de nombreuses fois dans le cadre professionnel, parce que je représentais des maisons de négoce à Bordeaux, principalement dans le domaine des vins, champagne et spiritueux. Donc j'avais beaucoup d'allers-retours entre la France et la Chine. Mais surtout, ce qui m'a vraiment permis de comprendre le sens de la culture chinoise, c'est vraiment le fait que j'ai pu travailler là-bas pendant quasiment 2 ans. Donc pas très loin de Pékin, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, donc c'est à Tianjin. Et donc suite à cette expérience, forcément, j'ai eu l'occasion d'apprendre le mandarin et de bonifier mes expériences et mes relations en Chine. Aujourd'hui, donc, je suis fondateur de la société Vinifield, qui est une société que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, donc, qui accompagne les dirigeants d'entreprise à exporter leurs vins, champagne, spiritueux et les produits de packaging en Asie, pas seulement en Chine. Et je suis également directeur commercial donc, dans une société qui est à Cognac, qui s'appelle les Bouchages de l'Âge, qui fabrique des bouchons premium pour les spiritueux. Donc j'ai été effectivement sélectionné Top Voice LinkedIn 2024 et j'ai été également resélectionné pour cette nouvelle année. Auteur du livre Chine et Business, les secrets de la réussite, que je viens de publier il y a quelques mois de cela. J'ai réalisé effectivement une formation en ligne, Réussir sur le marché chinois, pour permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent éviter les erreurs que j'ai pu commettre pendant 15 ans. Et effectivement, j'ai fait un master vin et champagne à l'université de Reims et une certification HEC en business stratégie. Également créateur de contenu sur les réseaux comme TikTok et YouTube. Allez, je vous propose qu'on commence dès maintenant sur le sommaire de ce soir. On va essayer de comprendre ensemble la culture chinoise, comment est-ce qu'on peut communiquer avec les Chinois, et ce qui peut nous intéresser, et ce qui peut vous être utile en tout cas dans un avenir proche, c'est comment est-ce qu'on peut négocier efficacement avec les Chinois. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'apprendre le mandarin, certaines choses vous avez déjà vues, bien sûr, mais on va voir ensemble effectivement le confucianisme, fait partie des valeurs intégrantes de la Chine. Respect des hiérarchies qui est très prononcé dans ce pays. Le côté collectivisme également, qui reste très important. Et puis des notions que vous devez connaître, comme la notion du guanxi, on va le voir tout à l'heure, et l'importance de la face notamment. Il y aura aussi une période de questions-réponses tout à la fin de la conférence où j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc quand on commence à présenter la Chine, forcément on ne peut pas éviter de commencer à présenter sans parler de Confucius. C'est bien sûr un sage chinois que tout le monde connaît et que les Chinois encore aujourd'hui, entre guillemets, vénèrent. Et donc il a dit ceci, il a dit « Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour ». Donc c'est dans cette mentalité que les Chinois d'aujourd'hui, même d'hier, vivent et travaillent. En réalité, la leçon qu'on peut en retenir, c'est que le développement continu est essentiel pour rester compétitif et pertinent. Si vous prenez un peu l'histoire de la Chine rapidement, c'est l'un des seuls pays au monde à avoir sorti quasiment 800 millions de personnes de la pauvreté en l'espace de 40 ans.
La Chine s'est ouverte au monde dans les années 80 avec Deng Xiaoping. Et depuis ce temps-là, eh bien, on rencontre effectivement de plus en plus d'interactions avec les entreprises chinoises, d'autant plus maintenant. Quels sont les impacts dans les affaires? Forcément, on va voir l'importance de développer ces relations en Chine. Alors, c'est vrai en France, mais c'est d'autant plus marqué en Chine. Et on va voir effectivement quels sont les principes à comprendre et à retenir afin que vous puissiez réussir dans vos affaires avec les Chinois. Alors, j'ai pris cette photo que j'ai trouvée sur Internet qui illustre assez bien le respect de la hiérarchie en Chine, et ça commence dès l'école primaire. Sur cette photo, on voit effectivement des élèves qui se lèvent pour saluer le professeur qui vient de rentrer dans la classe. Et en réalité, à chaque fois que le professeur ou une personne d'autorité rentre dans la salle, les élèves sont presque obligés de se lever pour, je dirais, signifier le respect à l'autorité. Donc dès le départ, les Chinois vivent dans cet environnement, je dirais, scolaire, qui fait que quand ils vont grandir et qu'ils vont commencer à travailler avec les partenaires chinois, eh bien, quand le boss a parlé, le directeur a parlé, effectivement, on va respecter ses choix, même si parfois on verra qu'ils ne sont pas toujours bons. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous montrer cette idée qu'en Chine, on respecte vraiment les hiérarchies, également en France, bien sûr, mais on le verra tout à l'heure, il y a quand même des grosses différences entre ce qu'on peut avoir en France et en Chine. Il y a un aspect important qu'il faut vraiment prendre en compte, effectivement, dans notre culture française, occidentale, on met vraiment au centre de l'échiquier, si je puis dire, l'individu. En Chine, c'est un peu le contraire. Il y a vraiment cette signification au collectivisme, c'est-à-dire la priorité au groupe qui passe sur l'individu. Donc l'individu est très important, bien sûr, mais il est au sein du groupe. C'est-à-dire que les décisions doivent être prises au sein du groupe. Donc effectivement, qu'est-ce que ça va impliquer dans vos relations avec les Chinois? C'est que les décisions, je l'ai mis dans le numéro 1, sont plus consensuelles. Ce qui veut dire qu'en réalité, lors d'une réunion avec vos partenaires chinois, on va éviter de, entre guillemets, critiquer ou de dire des choses qui puissent heurter les interlocuteurs, et on va essayer de trouver des solutions ensemble pour avancer. Le numéro 2, c'est effectivement les relations à long terme sont vraiment très privilégiées, bien sûr. Parce qu'en Chine, on va le voir tout à l'heure, mais il y a vraiment un concept clé à bien comprendre qui s'appelle le guanxi. Et donc le guanxi en chinois, c'est simplement le fait d'être dans votre bulle de réseau professionnel. Et quand vous êtes dans la bulle, elle commence par tout simplement votre famille. Après, ça s'agrandit avec vos amis. Et après, c'est la relation professionnelle. Et puis, ça peut aller un peu plus loin. Mais quand vous êtes dans la bulle, effectivement, tout est plus facile. Vous avez besoin de trouver un stage, une alternance, vous passez un coup de fil à votre oncle. Ah ben, par chance, il a effectivement une opportunité pour vous. Vous avez besoin effectivement de trouver une mission à l'étranger. C'est beaucoup plus simple. A l'inverse, quand vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le réseau, le guanxi, ça devient beaucoup plus compliqué. Il va falloir, de votre côté, aller chercher les opportunités. Et puis, numéro 3, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est le lien avec la réputation. Les Chinois mettent une très grande importance à ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire en chinois le mianzi. Et en réalité, cette face, elle est aussi présente en France, en Europe, enfin en Occident, mais je dirais qu'elle a moins d'importance que ce qu'on peut voir en Chine. Et lors de mes séjours en Chine, bien évidemment, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et l'une des erreurs la pire que j'ai pu commettre pendant mes négociations en Chine, où c'était plutôt lors des dîners d'affaires, puisqu'en réalité, on fait nos rendez-vous et après, on va dîner avec nos clients ou nos fournisseurs. Et lors des dîners, on discute un peu du boulot, bien sûr, mais c'est surtout une manière informelle de se retrouver et de développer la relation. Et en fait, lors du dîner, je me rappellerai toujours, c'était à Pékin en 2012, mon client, on était autour d'une table ronde, comme vous pouvez l'imaginer, 12 personnes autour de la table, mon client plus ses partenaires. Et il commençait effectivement à se féliciter de notre relation et notre réussite professionnelle ensemble, parce qu'on venait de signer un contrat. Mais
il venait d'évoquer un point du contrat qui n'était pas forcément juste devant tout le monde. Et là, pour moi, je ne pouvais pas forcément accepter des choses de cette manière. Donc j'ai essayé diplomatiquement de lui dire que non, ce n'était pas de cette manière-là qu'on avait envisagé le contrat et qu'il va falloir qu'on modifie. Et bien là, effectivement, c'était la plus grosse erreur que j'ai pu commettre lors de ma négo, lors de mon dîner d'affaires, puisqu'en réalité, mon interlocuteur est devenu blanc, livide. Et la relation s'est brisée juste après, parce qu'il m'a juste dit... alors, il ne m'a pas dit clairement que je lui avais fait perdre la face, mais je l'ai compris quelques temps plus tard. Donc en fait, bien sûr, j'ai perdu l'activité et j'ai plus eu de contact du tout avec lui. Donc cette leçon, je l'ai bien comprise, mais si je l'avais su avant, ça aurait été quand même bien plus pratique. Donc cette face, elle est vraiment très importante en Chine. Vous remarquerez, si vous avez des amis chinois ou des contacts, c'est très difficile de deviner effectivement ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont une manière de dire les choses qui fait que sur le visage, on voit très peu ce qui se passe. On a du mal à connaître leurs émotions. On ne sait pas s'ils sont contents, si tout se passe bien pour eux. On n'en a aucune idée. C'est un peu difficile. Et d'autant plus dans le cadre professionnel. Donc cette notion de Guanxi, on le voit ici, c'est vraiment essentiel. S'il y a bien deux concepts à retenir de cette conférence, c'est le Guanxi en priorité. Donc un proverbe chinois nous dit le Guanxi ne consiste pas seulement à savoir qui vous connaissez, mais c'est surtout qui vous connaît. Parce que quand on va vous connaître, forcément, on va vous donner plus d'opportunités, de chances de réussir à développer des relations, à avoir des opportunités de travail notamment. Donc cette notion de Guanxi que vous avez ici, c'est vraiment cette notion de réseau. On l'appelle en réseau en français, mais c'est des connexions, des relations personnelles et professionnelles. Et en réalité, cette notion de confiance mutuelle, elle est vraiment très importante. Si vous allez en Chine, si vous avez l'occasion d'aller en Chine, et je vous le conseille parce que maintenant, pour les détenteurs de passeports français, vous pouvez y aller 30 jours sans visa, donc c'est vraiment l'occasion. Vous avez juste à acheter votre billet d'avion et partir jusqu'à fin 2025 de mémoire. Eh bien, vous verrez une autre Chine que ce qu'on a pu vous montrer jusqu'à présent. Et cette notion de relation est vraiment très importante. Pourquoi elle est d'autant plus importante dans les affaires? Parce que c'est là peut-être qui va vous intéresser, c'est comment vous allez pouvoir développer votre activité ou pour le compte de votre société. Si vous êtes amené à être missionné sur place ou éventuellement à être missionné pour telle ou telle mission. On va regarder tout à l'heure effectivement plus dans le détail comment est-ce qu'on peut négocier avec les Chinois, rédiger des contrats. On va voir quelles sont les idées clés à retenir quand on doit rédiger des contrats avec les Chinois. Et surtout, comment résoudre les conflits s'il y en a. Donc là, je vous ai mis une photo d'une photo de 2009 où j'ai fait une dégustation de vin, puisqu'à l'origine, donc je suis expert alors pas en dégustation, mais en commerce international des vins et spiritueux. Et donc je voulais vous montrer l'importance du réseau lors de mes passages à Shanghai. C'était en 2019, j'ai pu faire une dégustation de mes produits avec un importateur qui est juste ici. Et puis une personne que je connais depuis quelques temps qui m'a introduit à ce cercle c'est une association qui s'appelle le Coin des francophones et qui m'a permis de faire présenter mes produits à la communauté francophone de Shanghai. Donc le réseau, effectivement, c'est la clé du succès en France, mais encore plus en Chine. Et comment on développe son réseau, on va le voir tout à l'heure, il y a plein de méthodes pour le développer. Mais bien sûr, ce n'est pas en restant au bureau, ce n'est pas forcément en restant chez soi, c'est bien évidemment participer à des salons professionnels, c'est hyper important, même si vous n'avez pas forcément de stand sur le salon, ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'aller développer vos relations. Il faut qu'on puisse vous voir. Et si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. En réalité, les opportunités, elles viennent à force de travail acharné. Et on parle souvent de chance, mais en réalité, la chance, il faut la provoquer, il faut que vous y allez vous-même. Mais en réalité, ce n'est pas si difficile que ça. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien les Chinois, en plus, si vous parlez un peu le mandarin, c'est d'autant plus vrai. Bien sûr, avec l'anglais, on a accès quand même à quasiment 90%
de la planète en termes de langage, mais quand vous parlez un peu plus la langue du pays, c'est toujours beaucoup plus impactant, bien sûr. Donc effectivement, on parle de cette notion de Guanxi, on va insister vraiment dessus parce que c'est sur cette notion que je voulais vraiment qu'on regarde et qu'on passe un peu de temps. C'est construire des relations sur le long terme et puis c'est de l'investissement. Donc comment on construit son Guanxi avec les Chinois? Eh bien, c'est pas seulement d'aller les rencontrer à Shanghai, à Pékin dans leur bureau, c'est au-delà de ça, passer du temps en dehors des réunions. Donc ça va être, vous allez faire un dîner avec votre interlocuteur, votre fournisseur, votre client, et vous allez passer du temps dans les repas, parfois bien arrosés. Là, ça dépend de votre interlocuteur, mais généralement ils aiment bien arroser les dîners. Ça fait aussi partie de la culture. En fait, en Chine, on dit souvent que une fois qu'on a bu quelques verres d'alcool, eh bien effectivement la vraie personnalité de la personne se révèle à ce moment-là. Donc ça peut être mal vu effectivement si vous refusez de boire quelques verres lors de vos interlocutions avec les Chinois. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé ou autres, vous avez la possibilité de leur indiquer que ce n'est pas possible. La partie des cadeaux, alors là je vous l'ai mis ici, bien évidemment, la Chine c'est vraiment le pays du cadeau. Là par exemple on est en deuxième jour du Nouvel An chinois, les Chinois s'offrent entre eux ce qu'on appelle les enveloppes rouges, hein. Donc c'est les hongba. À l'intérieur de ces enveloppes rouges vous avez de l'argent. Donc chaque personne de la famille va offrir des hongba à ses enfants, à ses parents, à ses tontons, à toute sa famille. Et entre autres, il y aura d'autres cadeaux également, mais c'est principalement des enveloppes rouges. Quand vous allez voir votre fournisseur, votre client en Chine, bien sûr, si vous pouvez rapporter un cadeau de votre région, cadeau local, hein, n'importe quoi, des canettes de Bordeaux par exemple, une bonne bouteille de vin ou autre chose, forcément vous allez marquer des points. Parce qu'en fait, c'est pas attendu, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais c'est fortement recommandé. Et tout le monde ne le fait pas. Et quand vous allez être reçu en Chine, en réalité, vous allez être vraiment surpris de l'accueil à laquelle il va être vraiment très important parce que les Chinois vont vraiment vouloir prendre du temps avec vous. Et on parle souvent de la cérémonie du thé en Chine, hein, où vous allez passer une heure de réunion avec votre interlocuteur et vous allez passer du temps à discuter avec lui. Il va vous servir du thé à chaque fois que votre tasse est remplie. Et fini, il va vous resservir et ça peut durer des heures et des heures comme ceci. Hein. Jamais il vous mettra dehors. Et c'est intéressant parce qu'on parle bien sûr business, mais on parle aussi pas mal de choses personnelles. Et de ce point de vue-là, la chose qui est aussi à retenir, c'est que les Chinois sont très curieux. Et ils sont très curieux sur votre vie personnelle. Donc ils ne vont pas, avoir peur de vous demander si vous êtes marié, si vous avez un copain, une copine, combien vous gagnez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, plein de choses personnelles sur des sujets en France où, bon, sujet un peu tabou quand même, on n'ose pas trop dire notre salaire, c'est pas partie de la culture française. Donc ça, ne soyez pas surpris. Si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas forcément obligé de tout raconter non plus, hein, ce n'est pas l'objectif. Mais simplement, comme ils sont curieux, ils veulent vous connaître. Et en vous connaissant, forcément, ils vont vous accorder une certaine confiance mutuelle. Et à l'inverse, vous pouvez aussi et je vous le recommande de leur demander un maximum d'informations sur leur vie privée, bien sûr. Ensuite, pour maintenir le Guanxi, bien sûr, idéalement, c'est d'être basé sur place pour avoir des contacts réguliers, hein, bien évidemment. Mais ce qui est important en Chine, c'est vraiment tenir sa parole. Si vous avez dit quelque chose, il faudra absolument tenir votre parole. Alors ça, c'est bon en Chine, mais c'est bon aussi pour votre avenir en France et ailleurs. Il vaut mieux ne rien promettre que de promettre quelque chose que vous ne ferez jamais. Parce qu'en Chine, ça peut effectivement être assez catastrophique dans vos relations. Donc la deuxième notion qu'il faut absolument connaître hein, quand vous allez développer votre business avec les Chinois, c'est cette notion de face. Là, vous avez effectivement à droite une image d'un dragon, hein, effectivement, que c'est une représentation du dragon lors du Nouvel An chinois. Et cette face, elle est
pas super importante, elle est capitale en Chine. En fait, la face, ça représente vraiment l'honneur, la dignité et la réputation. Donc la face pour vous, mais surtout la face pour les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous allez discuter business, quand vous allez faire dîner d'affaires au restaurant, évitez déjà de critiquer ouvertement les gens devant tout le monde. Alors il peut y avoir des critiques positives, bien évidemment, mais évitez de le faire de manière trop directe, c'est mal vu. Et surtout, si vous voulez le faire, eh bien, au moins profitez de l'occasion pour remercier votre hôte et indiquer que vous passez du bon temps et surtout que les relations sont vraiment solides avec la présence de tous ces partenaires. Je vais vous raconter une petite anecdote assez marquante. C'était en 2018, donc c'était au sud-est de Shanghai, hein, donc à Wenzhou, une petite ville proche de la côte de la mer chinoise. D'ailleurs, Wenzhou, pour ceux qui sont intéressés, hein, en réalité, cette ville est très connue. Pourquoi? Parce que ce sont les Chinois de Chine qui ont vraiment une compétence très forte dans le commerce international. Et toute la communauté chinoise que vous avez, notamment à Paris et dans les grandes villes européennes, eh bien, vient issue de cette région, de cette ville, hein, qui s'appelle Wenzhou. Et donc en 2018, j'étais invité par un client j'avais provoqué le rendez-vous l'après-midi et on a commencé à parler de nos activités courantes. Est-ce que tu as besoin de tel produit? J'ai encore un peu de volume à tel prix. Ouais, ok, pas de problème, tu pourras m'envoyer un WeChat. Donc le WeChat, c'est le réseau social chinois, hein, l'équivalent de WhatsApp en Chine, parce que Facebook, WhatsApp, YouTube, tout ça, c'est censuré en Chine. Hein, vous n'aurez pas accès, sauf si vous avez un VPN, bien sûr. Donc, il vous envoie un WeChat pour confirmer le rendez-vous. Et donc, après la réunion, on va directement passer un bon moment ensemble autour d'un dîner d'affaires avec ses partenaires, avec ses clients. L'idée pour lui, c'est qu'en réalité, je suis le seul, entre guillemets, blanc autour de la table. Et il veut montrer à ses partenaires, donc il y a ses clients, mais il y a aussi certains d'entre eux, c'est des fournisseurs, qui ont souvent un très bon poste. Soit c'est des dirigeants d'entreprise, soit c'est des fondateurs de sociétés, ou c'est des banquiers, ou c'est des investisseurs. Il invite tout le monde autour de la table, on est à peu près une dizaine de personnes. Et les hostilités commencent. Hein, donc comment ça se passe? Vous avez une grande table ronde, puis les plats arrivent les uns après les autres. Et bien évidemment, on commence à vous remplir un peu de vin. Alors, comme on est dans le domaine du vin, effectivement, ils savent que je déguste pas mal de vin, mais en règle générale, on ne boit pas du vin. On boit ce qu'on appelle l'alcool chinois, qui est le baijiu. Hein, c'est un alcool de riz, enfin plutôt à base de sorgho, c'est une céréale cultivée en Chine, et qui est très forte, hein, ça peut aller de 50 à 60 degrés, et parfois 70. Donc, ils vous servent ça dans un petit verre de cette dimension environ, et vous devez faire cul sec à chaque fois. Donc, imaginez-vous, vous devez prendre les verres, et puis ensuite, vous devez aller saluer non seulement votre hôte, mais chacune des personnes autour de la table, pour les remercier, pour saluer l'ensemble des personnalités. Donc là, ça va, j'ai eu de la chance. Ce n'était que du vin de Bordeaux, donc j'ai pu tenir un peu plus longtemps que prévu. Mais c'est assez si on n'est pas habitué à ce genre d'exercice, ça peut être effectivement compliqué de durer, parce que vous devez à la fois continuer à déguster, à échanger, mais aussi à aller voir les partenaires du client. Et vous devez aussi faire un petit discours, quoi, parce que vous êtes français à table, ils sont super curieux de notre culture, de notre histoire. D'ailleurs, on a toujours la cote auprès des Chinois. Hein. Malgré, on sent qu'il y a peut-être des tensions, mais en réalité, elle n'est pas très marquée. Depuis que le général de Gaulle a annoncé que la Chine était effectivement une puissance internationale, il y a quelques décennies de ça, eh bien, on a toujours la cote auprès des Chinois. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Et donc, ce qui s'est passé lors du dîner, c'est qu'après quelques verres, je me sentais vraiment pas très bien, on va dire que j'avais un peu trop bu. Donc, je me suis absenté quelques minutes pour aller aux toilettes, et je suis revenu. Bon, ça allait un peu mieux. Mais on a fini très tard. La soirée, c'était vraiment genre minuit, 1h. Alors, l'avantage des dîners en Chine, c'est que ça commence tôt. On peut commencer à manger à partir de 18h, 18h30, un peu comme les Anglais. On mange tôt, mais effectivement, on finit plus tôt. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc on a fini, il devait être 23h, 23h30, presque minuit. Et donc la soirée s'est plutôt bien passée, enfin en tout cas c'était l'impression que j'avais. Et donc mon client me dit, bon, la soirée se termine, donc on était déjà bien fatigué, je pense, avec le décalage horaire. Enfin imaginez-vous, vous avez entre 6 à 7 heures de décalage horaire en plus d'ici, donc c'est pas simple. Eh bien, il me dit, ben voilà, demain matin, c'était pas prévu, mais tu viendras au bureau à 8 heures du matin. Voilà, je regarde l'heure, il était quasiment minuit, je dis, ouais, ok, pas de souci, mais enfin demain, moi j'ai mon train à 11 heures, donc si tu veux que je vienne à 8 heures, il n'y a pas de problème, mais on va s'organiser. Je rentre à l'hôtel, je passe la nuit, etc. Je me lève le matin avec un peu de fatigue, forcément, le décalage horaire aussi. Et puis j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut à 8 heures du matin? Enfin, je veux dire, c'était pas prévu, ok. Donc, j'arrive à 8 heures, 8 heures devant lui, au bureau, et là, il me dit, écoutez, Jean-Charles, bon, c'est pas mon nom en chinois, hein, j'ai un nom en chinois, il me dit, tiens, oui, ok. La réunion s'est super bien passée hier après-midi, surtout hier soir, puisque mes clients sont hyper contents de la relation qu'on a ensemble. Et il a vu que tu étais quelqu'un de, voilà, de professionnel et de sérieux. Ils m'ont passé une commande ce matin. Et en fait, il faut que tu me dises ce qui te reste en stock et avec les volumes et les prix. Et donc là, il commence à me citer les références. Je dis, ok, bah ça, donc je sors ma liste de prix. Et donc, on check ensemble, tout était ok. Et donc je regarde à la fin, je dis ah ouais, c'est quand même une belle commande, 50 000 € de chiffre d'affaires, cool. C'était pas prévu du tout, moi je venais simplement pour le voir et puis pour garder les relations. Et donc il en est ressorti qu'effectivement j'ai signé un contrat de 50 000 € juste après avoir fait juste une visite client qui m'a valu effectivement une belle commande alors que c'était vraiment pas prévu. D'habitude effectivement on a la pression d'aller voir nos clients et de vouloir vendre sur le moment, mais avec les Chinois ça prend parfois beaucoup plus de temps que prévu. Et en fait c'est surtout imprévisible. On ne sait jamais ce qu'ils vont vous annoncer. Et parfois, on peut ne pas avoir de réponse pendant quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois. C'est une technique de négociation qu'on verra un peu plus tard au sein de la conférence. Donc, vous voyez, prendre le temps d'aller voir votre client. Et j'ai aussi des anecdotes aussi marquantes comme ça, où j'avais rencontré des commerciaux chinois qui me disaient « mais je ne sais pas comment tu fais pour faire 4-5 rendez-vous par jour ». 4-5 rendez-vous par jour, c'est bon, 2 le matin, 3 l'après-midi, pour moi ça me semblait assez productif. Il me dit, nous en Chine, les commerciaux, généralement c'est un rendez-vous par jour. Je dis, un rendez-vous par jour, ça ne me paraît pas beaucoup. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites pendant toute la journée? Ça me paraît quand même extrêmement peu, puis pas suffisamment productif. Il me dit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que toute la journée, donc on va prendre le temps, on va prendre le thé, on va discuter de pas mal de choses, et ça va durer en fait de 10h jusqu'à 16-17h le soir. Pour tout simplement construire la relation. Donc on a vu ce concept de Guanxi tout à l'heure. Donc j'étais assez surpris. Mais il m'a dit après, donc ce contact-là, le commercial m'a dit, mais bon, on devrait quand même peut-être revisiter notre méthode de faire, parce qu'un rendez-vous par jour, c'est pas très productif, en effet. Donc vous voyez, cette relation au temps, elle n'a rien à voir avec ce que nous, on peut connaître ici. Effectivement, nous, on veut aller vite, on veut signer les contrats dès le départ, on veut quantifier les produits, on veut vraiment, entre guillemets, oui, être rentable dès le premier séjour. Mais parfois, il faut aussi prendre un peu de recul et savoir prendre un peu son temps. Donc, on revient à cette notion de face, qui est super importante en Chine. Donc, 3 stratégies pour préserver la face, effectivement, c'est on va éviter toute confrontation directe avec les Chinois. Qu'est-ce que j'entends par éviter les confrontations directes? C'est qu'en réalité, quand un Chinois vous propose quelque chose, au lieu de dire non tout de suite de manière brutale et directe, essayez plutôt de remanier ça en posant des questions. Ah, mais tu m'as proposé effectivement que je prenne en charge la logistique. Bon, d'habitude, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais laisse-moi te proposer une solution peut-être à la suite de notre rendez-vous. Donc, il faut être diplomatique et aussi sincère. Les Chinois vont le voir tout de suite. Si vous êtes un peu hypocrite et pas sincère, ils vont le voir tout de suite. Donc, il ne faut pas jouer le jeu de l'hypocrisie ou quoi que ce soit. Il faut vraiment rester naturel. Vous êtes ce que vous êtes et il faut le rester. C'est bon, ça repart. Voilà. Et après, dans certaines provinces de Chine, vous verrez qu'il y a un respect des protocoles à suivre, notamment lors des repas d'affaires. Dans certaines provinces, par exemple, je pense à une province du Shandong, par exemple, qui est à l'est du pays, où quand vous allez vous asseoir sur la table,
eh bien, vous devez attendre que votre hôte vous donne une place et on ne s'assoit pas n'importe où. Généralement, votre hôte, donc c'est votre client ou fournisseur, s'assoit à une place précise et vous devez vous mettre à gauche de lui. Et après déroule l'intégralité des personnes d'un ordre bien déterminé, du plus important au moins important. Donc tout ceci, effectivement, on ne va pas vous le dire. Une fois que vous serez en Chine, ça sera trop tard. Si vous ne le savez pas, il faudra l'apprendre sur le terrain. Donc cette notion de face, on peut la voir ici. Donc la photo à gauche, c'était lors d'un salon professionnel. Un salon qui s'appelle Vinexpo Bordeaux, qui maintenant a lieu à Paris tous les 2 ans, tous les ans même. Et en fait, un client vient vous voir sur le salon, jusque-là, aucun problème. Mais prenez le temps, bien évidemment, de le recevoir, de discuter avec lui et de comprendre vraiment ses besoins. En réalité, tout ce que je vous dis, ça a l'air vraiment simple, mais la plupart des commerciaux que je rencontre, en fait, ils parlent trop, ils ne prennent pas le temps d'écouter les clients. Ce qui fait qu'en fait, votre client vient sur le salon et vous allez commencer à lui ouvrir le catalogue produit, à lui présenter les produits, mais vous ne connaissez même pas ce qu'il a besoin aujourd'hui, peut-être demain. Donc prenez le temps effectivement d'échanger avec lui sans rien lui proposer. Et une fois qu'il vous aura été très clair dans ses propos, eh bien, vous pourrez lui présenter des solutions adaptées et puis pertinentes surtout. L'objectif, c'est de développer votre activité. Et puis la photo de droite, en réalité, c'était en Chine, c'est la société numéro 1 de production de vin en Chine qui s'appelle Changyu. Donc c'est pareil, c'est dans la province du Shandong en Chine. Et donc là, ici à droite, j'ai mon agent commercial, parce que je travaille avec des agents ou des distributeurs qui m'aident à prendre les rendez-vous, à organiser le planning, à m'introduire auprès des personnes. Encore une fois, c'est très important le fait qu'on vous introduise auprès des gens parce que cette personne-là, c'est l'acheteur principal. Mais si je n'avais pas connu monsieur G, eh bien, en aucun cas, j'aurais pu aller dans la société et rencontrer l'acheteur. Donc, ne pas hésiter à rencontrer des intermédiaires pour développer votre réseau. Alors effectivement, si vous allez dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, vous parlez l'anglais, ça suffira largement, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis. Par contre, à un moment donné, quand vous allez un petit peu plus loin dans les relations et puis surtout dans le développement des contrats, à un moment donné, il faudra que vous trouviez quelqu'un qui parle le chinois. La Chine, c'est vraiment un pays vraiment à part. C'est pas du tout un pays qui est simple d'accès, je dirais, quand on ne parle pas la langue. Soit vous prenez des interprètes, on peut en trouver un peu partout. Mais le problème des interprètes, alors je le conseille au départ, quand vraiment vous n'avez pas le choix. Parce que l'interprète, il y a un avantage, c'est qu'il connaît très bien tous les concepts qu'on a vus tout à l'heure, qui consistent à dire, vous allez dire quelque chose à votre interprète, peut-être une manière de dire assez directe, lui ou elle va le retranscrire de manière beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus acceptable de la part des Chinois. Donc ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'en réalité, il peut aussi déformer un petit peu vos propos. Donc vous ne savez pas exactement ce qu'il dit. Et est-ce qu'il a dit vraiment ce que vous tentez de dire à votre client? Donc ça peut être problématique dans certains cas. Mais aujourd'hui, de nombreux Chinois sont salariés de boîtes françaises, internationales, et sont intégrés à la culture française. Donc si vous avez l'opportunité de travailler dans les sociétés internationales, vous aurez l'occasion de bosser avec eux. Donc cette phase importante, vous voyez. Avec le Japon, je pense que c'est l'un des pays où on fait le plus de photos. Vous allez dans la rue, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas tout de suite. Les gens vont vous fixer pendant 5, 10, 15 minutes. Vous n'avez rien fait. Et au départ, ça peut peut-être vous surprendre parce que quand on vous regarde pendant 15 minutes au bord du banc là, de Shanghai, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être un peu gênant. Non, c'est simplement que pour certains Chinois, en fait, ils n'ont jamais vu d'étrangers. Maintenant, ça va beaucoup mieux depuis l'ouverture de la Chine. Mais dans certaines contrées un peu lointaines, forcément, vous êtes un peu l'attraction du coin. Puis il y a un terme chinois qui est le terme, en français on le traduit par vieil étranger. En chinois c'est laowai. Et donc en 2007, la première fois que j'arrive en Chine, je me baladais dans les villes au sud de Pékin, dans la rue. Et là on me dit hey, laowai, laowai.
Et en fait, en chinois, en français, ça veut dire vieil étranger. Moi, je me suis dit, bon, je comprenais un petit peu le chinois, mais je ne le parlais pas parfaitement. Mais je comprenais quand même ce qu'il me disait. Et là, je me retourne, je me dis, mais pas très sympa le mec. Et bon, ok, je suis étranger, je sais que je suis étranger, mais enfin, quelque chose comme ça, on ne le ferait jamais en France. Mais ça ne se fait pas. Vous n'avez pas salué, tiens, étranger de loin, bon, ça porte à confusion quand même. Mais en réalité, c'était une manière pour lui de dire, voilà, il voulait simplement me saluer. En réalité, ce n'était pas du tout méchant, il n'y avait pas de connotation négative, bien au contraire. Mais je l'avais mal perçu au début parce que je ne connaissais pas suffisamment cette culture chinoise. Donc, on va continuer dans le deuxième module, hein, qui est la communication avec les Chinois, comment on peut adapter sa communication verbale et non verbale, et puis éviter les malentendus interculturels, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes, généralement. Donc, dans ce module, en réalité, on va voir l'importance du langage indirect, c'est-à-dire lire entre les lignes. On dit souvent qu'il est beaucoup plus important de comprendre ce qui n'est pas dit que ce qui est dit. On va le voir tout à l'heure. Quels sont les bons comportements à avoir en réunion et en négociation, les différentes différences de style de communication, la notion de guanxi, on l'a vu tout à l'heure, mais on verra des différences qui sont assez marquantes, qui vont vous permettre de bien comprendre cette notion. Donc en Chine, la plupart des Chinois ont un langage plutôt indirect, globalement, même s'il y a des différences entre les Chinois du Nord et les Chinois du Sud. De manière globale, les Chinois du Nord sont beaucoup plus directs, beaucoup plus francs. Donc ils vont vous dire les choses telles quelles. Bien que, comme ils adorent éviter les conflits, ils vont vous dire les choses de manière assez diplomatique. En revanche, les Chinois du Sud, eux, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ne vont pas forcément vous dire les choses de manière très directe, ce qui fait que vous devez interpréter des choses en fonction de ce qu'ils vous ont dit. Donc là encore, c'est très compliqué de comprendre si vous n'avez pas les clés de compréhension. Un autre point important, bien sûr, c'est la préservation de l'harmonie en Chine et de la face. Ce qu'il faut bien retenir, en réalité, si vous avez l'occasion de partir en Chine et d'y rester, je connais beaucoup de Français qui partent, qui ne reviennent plus. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ce ne sont pas des personnes qui aiment le conflit, au contraire. Ils veulent chercher des solutions. Et donc, quand un problème se présente, on va éviter de dire ouvertement les choses. On va trouver des solutions, mais on va éviter d'avoir des conflits. On va regarder tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc là, je vous ai mis ici un graphique, plutôt un schéma plutôt, où comment on exprime son opinion en France, donc sur la partie gauche en bleu, et à droite, en Chine. Donc si on prend le schéma de gauche, effectivement, on voit que d'une manière globale, en France et en Occident, on a une idée, on veut la dire, et on dit les choses de manière assez franche, assez directe, et c'est une ligne droite. Il n'y a pas trop de complexité dans nos propos. C'est la manière dont nous, on a l'habitude de s'exprimer. À droite, bien évidemment, vous voyez que le chemin est un peu plus complexe que prévu. On veut dire quelque chose, hein, l'objectif c'est d'arriver à ce point-là. Et pour y arriver, bon, il faut que je réfléchisse à comment je vais le dire, comment la personne va l'interpréter. Et surtout, est-ce que je vais vraiment bien me faire comprendre de mon interlocuteur. Donc le chemin est beaucoup plus sinueux et complexe. Dans ce schéma ici, on voit très clairement à gauche, hein, donc c'est ce que j'appelle les schémas de networking, donc de réseautage. Donc à gauche, c'est vraiment le côté français, occidental. Donc vous avez votre réseau. Vous êtes par exemple ici, hein, et vous connaissez une personne qui est ici, qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne. Donc en réalité, le réseau, il est beaucoup moins, je dirais, organisé, plus direct, mais un peu différent de ce qu'on peut trouver à droite. En Chine, le réseau, et je l'ai expérimenté, vous êtes par exemple ici, eh bien, effectivement, vous allez connaître cette personne-là qui va connaître cette personne-là, mais aussi, vous pouvez aussi connaître des personnes que
que vous ne connaissez pas forcément directement, mais qui vont vous être présentés ou mis en relation autour du réseau. Ce qui veut dire qu'en réalité, la personne que vous allez connaître, elle va pouvoir vous aider à développer vraiment, vraiment votre réseau. En France, bien évidemment, c'est aussi très, très important. Mais vraiment, le côté réseau en Chine est vraiment très important. C'est ce que je disais tout à l'heure, et beaucoup plus complexe à gérer. Donc je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, c'est les caractéristiques du langage indirect. Je redis la phrase que j'ai dit tout à l'heure plus lentement, c'est-à-dire qu'il est plus important de comprendre ce qui n'est pas dit que ce qui a été dit. En d'autres termes, une fois que votre interlocuteur a terminé de parler, si vous n'avez pas trop compris, soit c'est normal, c'est parce qu'il s'est exprimé de manière trop indirecte. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de reformuler les demandes et de poser un maximum de questions. Il y a les indices, forcément contextuels. Vous allez essayer de deviner les expressions faciales et donc les tons, les gestes, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice qui est assez compliqué à gérer parce que les Chinois, de manière générale, ont cette capacité à ne pas rendre les émotions. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de mal à savoir si la personne en face de vous est contente, triste, en colère, et c'est compliqué à gérer. D'autant plus dans les relations commerciales et professionnelles. Dans le cadre familial, je vous rassure, les émotions sont les mêmes. Aucun problème. Évidemment, on va éviter d'exprimer des critiques. Si on le fait, on va le faire en privé, on va prendre les personnes à part et on va leur dire les choses de manière diplomate, mais aussi claire, pour que ça soit bien retenu, pour que ça serve aussi d'exemple à d'autres personnes de l'équipe. Au lieu de dire un nom frontal à votre client ou votre fournisseur en Chine, parce qu'ils vont vous demander un certain nombre de choses, vous allez les découvrir, vous pouvez tout simplement faire comme eux. C'est-à-dire, écoutez, j'y ai pas pensé, merci pour cette proposition, on va y réfléchir, et puis je reviendrai vers vous ce soir ou demain, et je vous donnerai une réponse assez précise. Parce que le fait, moi ce que j'ai pu constater, c'est lors de mes négociations en Chine, et j'avais fait un test une fois, où je savais pertinemment que je ne pouvais pas faire certaines choses. C'est-à-dire que le client me demandait des conditions avantageuses en termes de prix, des délais de fabrication, plein de choses. Et je me suis amusé sur un rendez-vous, alors je l'avais bien choisi au préalable, de dire jamais non au client. J'ai toujours dit oui. Tu veux que je fasse une promotion sur le prix? Pas de problème, je te la ferai. Tu veux que je t'offre le transport? Pas de problème, je te le ferai. Tu veux effectivement que la fois prochaine, je te mets des échantillons dans le container, je te ferai, il n'y a aucun souci. Et à la fin, en réalité, la personne a souri, elle a dit, mais vraiment, t'es vraiment comme les Chinois. Parce qu'en fait, les Chinois vont toujours vous dire oui. Vous avez l'impression que quand on dit oui, c'est oui, quoi. Il n'y a pas à revenir dessus. Mais parfois, le oui veut dire pas forcément oui. Parfois, un oui peut dire non. Donc, je m'étais amusé, alors c'est pas du tout méchant ou masquin ce que j'ai fait, mais c'était vraiment pour comprendre ce que les interlocuteurs chinois pensent en réalité. Et le fait de dire oui à chaque fois, ça a ouvert des portes. Même si en réalité, je savais que je n'allais pas le faire. Et après, je lui dis, bon voilà, je t'ai dit oui à chaque fois, mais il y a certains points, on va les revoir. Mais sur le moment, la phrase qui m'a sorti, c'est vraiment, en fait, tu es vraiment comme les Chinois. Tu es comme les Chinois. Et en fait, j'ai rigolé après en disant, mais en fait, ouais, je comprends mieux maintenant l'approche chinoise. Et vous verrez, si vous avez des interactions avec les Chinois, sauf si effectivement ils ont l'habitude de vivre ici et qu'ils sont venus ici depuis leur plus jeune âge, ils vont toujours vous dire oui. Oui, je vous en prie. Mais ça ne revient pas à promettre quelque chose qu'on ne fera pas finalement? Alors, c'est un point important effectivement que vous mentionnez, c'est que surtout quand vous promettez quelque chose, il faut absolument le réaliser. Vous avez raison. Mais là, en fait, on est dans un jeu de négociation où les Chinois vont vous tester. Et dans ce jeu-là, ils sont très forts, beaucoup plus forts que nous. Je me suis fait avoir plusieurs fois, où en réalité, avant, au lieu de dire non, non brutalement, je disais simplement, écoutez, sur ce point-là, je ne peux pas vous répondre, j'ai besoin de l'aval de la direction, je reviens vers vous ce soir ou demain. C'est pas très bon non plus. C'est pas très bon non plus parce qu'en réalité,
quand vous avez votre client ou fournisseur en face, il veut la réponse tout de suite. Et le problème de la Chine, c'est qu'ils vivent vraiment dans l'instant T, hein. Et on parle souvent de la vitesse d'exécution des Chinois. Les Chinois sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que vous allez leur demander quelque chose, ils vont vous répondre très rapidement. Quand, bien sûr, vous avez une bonne relation avec eux et que tout se passe bien. Et la vitesse d'exécution en Chine, elle est vraiment très impressionnante. J'ai rarement vu ça, à part peut-être au Japon éventuellement, ou en Corée du Sud, parce qu'on a quand même des similarités entre les différentes cultures. Mais effectivement, oui, ça revient à ce que vous aviez dit, c'est ne pas promettre quelque chose que vous ne pourrez pas tenir. Mais là, dans ce cadre-là, on était vraiment dans ce que j'appelle un jeu, c'est le jeu de la négo. Et dans le jeu, tout est permis. Par contre, attention, vous ne vous faites pas avoir. Moi, je me suis fait avoir une fois. C'était En fait, je savais que le Chinois allait acheter le produit. Je savais pas. Et là, il me demande une remise vraiment très importante sur le produit. Je regarde mon taux de marge, est vraiment très faible. Mais d'un côté, j'avais la pression de vendre parce que vous êtes commercial et à un moment donné, il faut vendre, quoi. Sinon, c'est compliqué, vous loupez l'affaire. Quelqu'un d'autre va prendre cette opportunité-là. Et donc, j'ai baissé le prix et donc j'ai accepté les conditions qui m'avaient été données. Et forcément, après, je m'en suis un petit peu voulu. Donc, l'affaire s'est quand même faite, hein. J'ai signé le contrat et vendu le container. Mais en réalité, je n'étais pas trop fier de moi et on en a rediscuté quelques temps en suivant avec la direction. C'est une technique en fait où les Chinois ont cette capacité de vous mettre sous pression rapidement en vous disant mais regarde, on est pour certains en plus ils vont jouer la carte de l'amitié, donc on est copains depuis 5 ans, je te passe la commande maintenant, tu me fais tel prix, paf, on passe la commande tout de suite, je te paye dans 2 jours. Ah, vous êtes super content, vous dites bah tiens vous revenez en France, voilà j'ai signé le contrat, c'est bon. Sauf qu'en fait le taux de marge il est vraiment très, très faible. Et dans certaines sociétés, vous devez respecter quand même des taux de marge acceptables. Quand c'est votre propre société, c'est moins gênant. Vous faites la marge que vous voulez finalement, du moment que c'est positif, bien sûr. Donc vous voyez, cette caractéristique du langage direct, on la retrouve vraiment chez les Chinois, pas que d'ailleurs, hein, dans beaucoup d'autres pays d'Asie. Donc le fait de préserver l'harmonie sociale, c'est vraiment super, super important. C'est vraiment quelque chose à retenir. Respecter la face, on l'a dit, je le répète, hein, c'est des choses qu'on vient de dire, mais je préfère le redire pour que vous puissiez l'enregistrer. Et effectivement, vous allez en Chine, en réalité, on ne fait pas beaucoup de réunions. Bon, j'ai travaillé dans des entreprises chinoises. On en fait beaucoup moins qu'en France. Mais par contre, elles sont assez efficaces pour le coup. Vous avez un ordre du jour et donc les personnes vont annoncer les différents sujets. Et à la fin de la réunion, tout est calé. Chacun peut s'exprimer, bien évidemment, donner son avis, dire ce qu'il en est. Mais par contre, une fois que la direction a pris la décision d'aller dans ce sens-là, on ne revient pas en arrière. C'est vraiment ce qu'on a vu, le respect des hiérarchies qui est super, super important. Donc on l'a fait encore un résumé de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais posez des questions ouvertes à votre interlocuteur si vous n'avez pas compris ce qu'il vous a dit, parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations vraiment très complexes où vous allez donner des réponses à côté de la plaque, et là c'est vraiment pas souhaité. Donc posez des questions assez ouvertes, hein. J'ai mis un exemple ici, est-ce que vous pouvez me préciser votre point de vue, j'ai pas compris cet élément-là, il n'y a pas de honte, hein. Au contraire, posez un maximum de questions pour comprendre. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir finalement. Donc ensuite, on va voir quels sont les comportements adoptés avant, pendant et après les réunions, parce qu'encore une fois, vous avez trouvé un client, vous avez fixé l'heure du rendez-vous, vous y allez, et là, en fait, vous vous retrouvez autour de la table, mais vous êtes tout seul, mais autour de la table, vous avez 2-3 personnes en face de vous. Vous ne savez pas qui c'est, parce qu'ils ne vont pas vous le dire forcément au départ, donc c'est encore compliqué. Donc, d'où l'importance d'identifier le rôle et la hiérarchie. Donc, si vous pouvez, avant, demander au moins le nom de la personne et son rôle, hein. Et puis, bien évidemment, traduire votre présentation en chinois, ça paraît assez banal, mais tout le monde ne le fait pas. Comme j'ai dit, quand vous allez à un rendez-vous en Chine, prévoyez des cadeaux, quelque chose qui va marquer votre interlocuteur. Vous venez de telle région, vous rapportez un cadeau de votre région, par exemple, et vous racontez une histoire de votre région.
Ça sera vraiment un très bon point. Ce n'est pas sûr que vous allez signer le contrat, mais au moins, ça vous met dans de très bonnes dispositions. Ensuite, quand vous êtes dans la réunion, il faut s'intéresser, bien sûr, au responsable principal. Vous avez généralement 2-3 personnes, parfois plus. C'est le responsable avec lequel vous êtes en contact, avec lequel il faudra parler. Vous pourrez, bien sûr, discuter avec les personnes autour, mais attention, il ne faudra surtout pas le squeezer, entre guillemets, sinon les relations vont complètement se tendre. Donc effectivement, la première des choses qui vont vous poser, alors ça fait combien de temps que vous êtes en Chine? Vous venez pour combien de temps? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aimez la Chine? Etc. Bon. Donc on va commencer par la discussion un petit peu des small talk, donc on va briser un petit peu la glace. Et c'est une bonne manière justement de prendre le temps de discuter avec eux pour bien comprendre ce qu'il en est des discussions. Après, donc la réunion se passe, vous avez présenté vos produits, votre catalogue, vous avez répondu à un certain nombre de questions puisque les Chinois vont vous poser beaucoup de questions. Parfois même des questions où vous allez vous dire mais j'ai répondu à la question déjà. Mais ils vont vous poser la même question. Pourquoi? Parce que soit d'une part ils n'ont pas compris ce que vous avez dit, soit eux n'ont pas compris, ou alors tout simplement ils veulent confirmer ce que vous avez déjà dit. Donc parfois, et lors des négociations, même après, souvent les clients me posent les mêmes questions. Et parfois c'est des questions vraiment simplistes, vraiment très banales. Je me dis mais je ne comprends pas pourquoi ils me reposent la même question, j'ai déjà répondu. Donc là effectivement l'attitude à avoir c'est simplement de répondre de manière assez simple sans dire mais je t'ai déjà répondu la semaine dernière, pourquoi tu me redemandes la même chose que je tiens. Ce genre de choses effectivement faut pas le faire. Ça pourrait être mal interprété. Alors un compte rendu anglais-chinois c'est pas forcément obligatoire dans toutes les réunions bien sûr, mais plus vous allez monter en grade et plus vous allez effectivement, ça sera toujours apprécié parce que vous allez pouvoir ensuite redonner ça à votre hiérarchie et puis ça sera toujours un outil de base de suivi. WeChat, on l'a vu tout à l'heure, donc les emails en Chine sont utilisés bien sûr, mais beaucoup moins qu'en France, ce qui fait que vous allez être sur WeChat constamment sur votre téléphone portable. Donc on signe les contrats sur WeChat, enfin on envoie les contrats sur WeChat, on envoie des messages vocaux, on envoie des vidéos, on envoie plein de trucs. C'est un avantage, c'est que vous allez très vite, parce que finalement vous avez le portable à la main, vous pouvez le faire n'importe où. Mais l'inconvénient de WeChat, c'est qu'au bout d'un moment, les discussions, elles vont s'effacer, vous allez perdre votre contenu. C'est un peu compliqué quand vous devez enregistrer certains historiques de commandes, c'est un peu compliqué. Donc je recommande toujours, pour tout ce qui est discussion informelle, vous allez sur WeChat, un peu comme WhatsApp, et puis pour confirmer les points vraiment importants, vous envoyez des mails. Les mails, ils ne les lisent pas toujours, donc il faudra peut-être en envoyer plusieurs ou lui passer un petit coup de fil. Par contre, ils répondent. Quand vous les appelez, ils répondent au téléphone. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, promettez quelque chose, faites-le. Sinon, ne promettez rien. Ça, c'est bon pour la vie personnelle et professionnelle. Quels sont les styles à adopter en Chine? Bien évidemment, en Occident, on va avoir plutôt tendance à dire les choses de manière explicite, et c'est plutôt une bonne chose, puisqu'au moins on sait de quoi la personne attend, et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. En Chine, on a des signaux, des signaux non verbaux parfois, mais aussi des discours qui peuvent signifier, voilà, effectivement, un oui, on disait tout à l'heure, peut signifier j'écoute ou pas j'accepte. Le oui en Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont d'accord avec vous. Simplement, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, pas de problème, tu peux continuer. Ok. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre parce que sinon, vous allez un peu être décontenancé et vous allez penser, mais attendez, on discute ensemble, tu m'as dit oui lors de la réunion et je ne comprends pas que maintenant tu reviens en arrière. La gestion des conflits. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Chinois n'aiment pas le conflit, donc ils vont trouver une espèce d'harmonie entre vous et eux. Simplement, nous en Occident, quand il y a un conflit qui arrive, on aime bien le résoudre assez rapidement.
Donc on va le voir, on va essayer de se mettre autour de la table et d'aller trouver des solutions ensemble. C'est la manière la plus objective et je dirais la plus simple pour trouver des solutions ensemble. En Chine, bien évidemment, un problème arrive, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Mais comme on veut préserver l'harmonie au sein du groupe, on va faire des réunions et chacun va exprimer ses avis. Mais il y a une personne qui prendra la décision, et seulement une personne, et généralement c'est le responsable, qui va prendre la décision de comment on va gérer les conflits. Mais globalement, j'ai jamais eu de conflit avec mes partenaires chinois, simplement des désaccords. Des accords aussi, bien sûr. Mais quand il y a un désaccord, il faut comprendre pourquoi et expliquer effectivement la raison de notre désaccord. Comme je dis tout à l'heure, hein, quand vous allez gérer des conflits, essayez de privilégier un cadre privé, c'est-à-dire que vous allez, s'il y a vraiment quelque chose à discuter, le faire en privé, jamais en public. Ça c'est vrai d'ailleurs en France, hein, ce n'est pas forcément lié que à la Chine. On arrive au troisième module, hein, c'est comment est-ce qu'on peut négocier avec les Chinois. On va tenter de répondre à certaines questions, les techniques efficaces en négociation, et comment naviguer dans les spécificités de cette négociation à la chinoise. Donc il y a un livre que je vous recommande, effectivement, c'est le livre de l'art de la guerre, hein, de Sun Tzu, qui nous dit ceci, il nous dit « Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille, sans jamais en périr ». En résumé, quand vous connaissez vos avantages, vos faiblesses, et également les avantages et les faiblesses de votre interlocuteur, ce sera beaucoup plus simple d'aborder les discussions et de les dire de manière, on va dire, directe. Donc la leçon business que j'ai mis ici, c'est que la connaissance approfondie de votre entreprise, vos concurrents aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi important de maîtriser vos concurrents, garantit un avantage stratégique. Vous connaissez vos produits, vous connaissez vos prix. Il faut connaître aussi ce que font les concurrents. Si vous le savez, c'est mieux. Si vous ne le savez pas, c'est plus compliqué. Vous pouvez aussi demander à vos interlocuteurs de vous indiquer à quel prix, par exemple, ils ont acheté le produit, mais c'est rare, ils ne vont jamais vous le dire, exprès. S'ils commencent à vous le dire, ils vont dévoiler un certain nombre de secrets, entre guillemets, commerciaux. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut réussir nos négociations avec les Chinois. Donc, il y a l'aspect préparation, rechercher, anticiper les attentes, construire la relation de confiance, hein, avant de parler chiffres, et gérer les longues négociations si ça arrive, parce que ça peut arriver. Là, je vous ai résumé effectivement 8 clés pour réussir sur le marché chinois de manière assez synthétique, mais qui sont assez pragmatiques. Donc numéro 1, évitez la confrontation directe, on l'a vu tout à l'heure. N'allez pas de but en blanc dire à votre client, mais non, de cette manière-là, on ne pourra pas travailler ensemble, mes conditions sont celles-ci, et c'est tout. Ben, je pense que si on commence comme ceci, les discussions vont se terminer très très rapidement. Donc c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose, c'est garder vos atouts en réserve. C'est-à-dire que vous êtes commercial, responsable commercial, directeur, vous allez présenter vos produits. Bien sûr, vous allez présenter les avantages de vos produits, de votre service. Mais gardez un joker pour la fin, c'est-à-dire que vous ne devez pas annoncer tous les avantages de but en blanc. Vous devez en garder un peu pour la fin. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous poser un certain nombre de questions et au moment des négociations, vous pourrez annoncer quelque chose, un avantage que vous n'avez pas cité au départ, pour justement vous aider dans la négociation. Volume, prix, méthode de paiement, etc. Un troisième point essentiel si vous négociez avec les Chinois, c'est que vous allez utiliser la méthode de négociation Ackermann. C'est quoi cette méthode ? C'est très simple, c'est assez basique, vous le faites peut-être déjà dans votre vie personnelle. C'est qu'en fait, vous avez un produit qui vaut une base 100, mais au lieu de le proposer aux bases 100, vous allez le proposer à une base 125 par exemple. Alors, il ne faut pas que ça soit trop décorrélé par rapport au marché. Et vous allez le proposer 125 € par exemple. Et si on est encore dans le marché, et si le client effectivement, on va le voir tout de suite, le client va vous dire non, vous êtes carrément trop cher, c'est même pas la peine de continuer. Donc là, on arrête. Mais si vous êtes légèrement au-dessus de la concurrence, ça ne pose pas de problème. Et après, vous redescendez votre prix. Donc vous commencez avec un prix très élevé et vous redescendez.
Et surtout, le prix le plus bas, bien évidemment, il faudra le noter avant la négociation, hein. Sinon, problème. Quatrième point, flexibilité avec contrepartie. Votre client vous demande une contrepartie, c'est-à-dire il vous dit, bon écoutez, moi, allez, je vais vous prendre un container, donc 18 000 bouteilles. Par contre, je veux que ce soit vous qui prenez en charge la logistique. Donc un container, ça coûte à peu près 3 000, 3 500 euros entre Shanghai et Le Havre, par exemple. 3 500 euros, c'est pas rien. Sur la facture finale, ça fait quand même un sacré montant. Eh bien, s'il vous demande quelque chose, vous lui dites oui. Par contre, tu m'augmentes les volumes. Dis-moi, je peux t'offrir les frais logistiques, mais tu me prends 2 containers. Ah, il va te dire, bah, c'est trop. Bon, bah, si tu ne peux pas en faire 2, t'en fais un et demi. Tu prends un conteneur 40 pieds, puis tu en prends un conteneur 20 pieds. Et de cette manière, jamais accepter quelque chose sans contrepartie. Ça peut s'utiliser aussi dans votre vie personnelle, bien évidemment. 5. La valeur de la réticence. En Chine, ce qui est privilégié, c'est la complexité. Dans les négociations, une négociation trop simple ne va pas être appréciée. Donc en réalité, les Chinois aiment bien quand c'est complexe, quand ça prend du temps, et quand ils commencent à vous voir suer autour de la table. Donc ça commence à devenir assez tendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas pressé dans votre produit. Montrez-leur que vous n'êtes pas forcément très pressé et que vous n'avez pas forcément besoin d'eux, mais vous pouvez aussi très bien leur dire, et voilà, tel client sur telle zone m'a commandé ce produit-là, tel prix. Je peux te le faire si tu veux, aux mêmes conditions. Mais il faut que les négociations soient complexes. Et pour qu'elles soient complexes, il faut que ça soit long. Parfois, les négociations, ça peut être un peu long. Pardon. 6. Discerner l'essentiel de l'accessoire. Après, il y a encore un truc à faire attention, qui est assez pénible pour le coup. C'est que beaucoup de clients chinois, ils vont vous contacter. Je suis super intéressé par vos produits. Est-ce que vous pourriez m'envoyer votre catalogue tout de suite avec vos prix et vos volumes tout de suite, super intéressé. Donc là, on reçoit la demande, on se dit, ouais, cool, c'est intéressant, on va répondre tout de suite, on va faire le. Là, vous répondez. Et à bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, pas de réponse. Et vous dites, mais mince, le client était hyper pressé, et puis maintenant, il ne me répond plus. En réalité, dans certains cas, certains clients vont simplement vouloir tester vos produits, connaître vos conditions. Mais ils ne vont pas vous le dire au départ. Donc, ils vont vous demander quelque chose d'ultra urgent, alors que ce n'est pas du tout urgent pour le coup. Et vous allez tomber dans le panneau, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois, où il me dit, envoie-moi toute ta gamme. Et je dis, ouais, mais j'ai 1000 produits. C'est pas grave, envoie-moi tes 1000 produits. Je dis, non, je t'enverrai uniquement les produits qui t'intéressent. Et pour le coup, par contre, dis-moi sur quoi t'intéresser. Et après, bien sûr, il faut creuser un peu. Mais quelqu'un qui vous demande tout votre catalogue, ça ne marchera jamais. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, vous n'aurez jamais de commande. Ensuite, 7, jouer sur le long terme. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais globalement, c'est vrai, les Chinois sont très opportunistes. Donc quand ils vont venir vous voir, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne viendront pas vous voir. Vous aussi, vous avez quelque chose à gagner, bien sûr, mais il faut que ça soit équitable. Donc ce que vous pouvez très bien leur dire, et ce qu'ils n'aiment pas trop, c'est de faire ce qu'on appelle du one-shot. Ils aiment bien effectivement garder un interlocuteur pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ce qu'ils adorent. Parce que la confiance va se créer au fil du temps et ils sauront qu'ils pourront vous appeler en toutes circonstances et vous pourrez résoudre les problèmes. 8, l'art de la retenue. Les Chinois vont vous inviter à dîner, ils vont vous inviter à boire, à manger, etc. Vous ne pourrez jamais terminer un repas en Chine quand vous êtes invité par un client ou un fournisseur chinois. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de vous faire plaisir. Donc les mets autour de la table, eh bien, il y a tellement de personnes, mais finalement, il y a trop de mets par personne, ce qui fait que vous n'allez jamais pouvoir finir les repas. Donc vous allez dire, on va tout jeter. Non, on va. En réalité, quand vous êtes invité comme ça, vous pouvez goûter bien évidemment pas mal de nouveaux mets. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, il ne faut pas se forcer. Hein. J'ai connu moi des commerciaux qui voulaient faire plaisir à leurs clients en dégustant par exemple des insectes frits. Et en réalité, si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas se forcer.
Après, vous pouvez tester, à vos risques et périls. Non, je rigole. Mais soyez sur l'art de la retenue. Alors, quand je dis l'art de la retenue, c'est plutôt dans vos propos et dans vos actions. Pas d'excès. Pas d'excès à la fois côté positif, côté négatif. Donc, il faut toujours rester modéré. Comment on fait pour gérer des longues négociations en Chine? Eh bien, comment on fait? Déjà, il faut rester calme et patient. Parce que les Chinois ont tout leur temps devant eux, contrairement à vous. Vous êtes pressé et vous devez prendre votre train ou votre avion pour aller au prochain rendez-vous. Donc maintenant, ce que je recommande, c'est quand je vais en Chine, je fais mes rendez-vous, je ne fais pas plus de 2 rendez-vous par jour. Le matin, l'après-midi. Ça me laisse le temps déjà de préparer les choses, d'y aller sans stress et de me laisser un créneau de disponibilité. Généralement, ce qui se passe, c'est quand vous allez au rendez-vous le matin à 10h ou 11h, si vous n'avez rien de prévu, systématiquement, il va vous inviter à déjeuner le midi. Ce n'était pas prévu. Le mieux, c'est d'accepter. Parce que c'est une preuve aussi de confiance que vous allez lui accorder. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, pas de problème. Et donc, quand on parle des négociations, ça peut être très long. Alors, ça peut être très long pendant les réunions, mais surtout après. C'est-à-dire que vous avez présenté vos catalogues, vous avez déjà annoncé tous vos avantages, tous, même le joker qu'il fallait dire en dernier, vous l'avez déjà dit. Et maintenant, ils vous mettent de but en blanc leurs conditions. Et là, ce jeu-là, ils sont plutôt habiles et ils sont plutôt forts. Il faut savoir que les Chinois, depuis leur enfance, ils sont habitués à négocier. Ils vont sur les marchés, ils vont aller négocier les prix. C'est tout à fait naturel chez la plupart des Chinois. Alors que nous, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière tout à fait naturelle. On le fait un petit peu moins. Et pour eux, c'est un jeu. Donc quand on est dans un jeu, eh bien, on peut se permettre certaines choses. Donc ils vont essayer parfois de vous sortir, de vous amener dans des conditions un peu compliquées. Donc il faut rester calme, patient et rester ferme, mais ouvert. On ne va pas dire non brutalement, on va essayer de dire les choses de manière progressive. Par contre, ce qui est bien vu de dire en Chine, effectivement, c'est... moi, ce que je vous propose, c'est... si vous ne voulez pas vous engager sur tant de volume, je comprends. Par contre, ce que je vous propose, c'est de réduire un peu les volumes, vous réduisez le risque, et on fait un premier test marché. Si le marché fonctionne, ben, tant mieux, on continuera à travailler ensemble. Si ça ne marche pas, on arrêtera. Et le fait de dire ça, vous mettez vos règles, lui, il va se dire, ah, il a bien réfléchi, bon, moi, j'ai pas beaucoup de risques, finalement, je devais prendre tel volume, mais ça fait un peu trop, je vais en prendre un peu moins, et on va tester le marché. Et de toute manière, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Chinois aiment bien tester le marché. Dans d'autres cultures, c'est aussi ça. Donc les stratégies à adopter, la patience, à accepter un rythme progressif et les relations renforcées entre les différentes phases. Donc bien sûr, une fois que vous avez fait votre réunion, la plupart du temps, vous n'avez pas de commande. Si c'est surtout si c'est une première réunion. Ça viendra au bout de quelques fois. Sauf si vraiment vous avez un produit, un service qui sort du lot et dont ils ont vraiment besoin rapidement. Ça peut arriver. Mais globalement, ils ne vous connaissent pas et ils ne vont pas vous faire confiance au début. Donc, il va falloir prendre un peu de patience. Il faudra gérer aussi les revirements soudains. Donc, il peut y avoir des facteurs internes, des changements stratégiques. Donc, par exemple, au sein de leur industrie, des personnes qui sont parties, parce qu'il y a un turnover assez important en Chine. Il n'est pas du tout néfaste en Chine de changer d'entreprise tous les ans. Au contraire, c'est plutôt bien vu. Pourquoi? Parce que ça permet d'évoluer, d'apprendre de nouvelles compétences, d'aller très vite. En France, bien sûr, généralement, on dit qu'on doit rester entre 3 à 5 ans au sein d'un même poste pour acquérir de l'expérience et des compétences. Mais en Chine, c'est pas grave, pas de problème. Ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de turnover en Chine. Donc, vous avez négocié avec telle personne, elle est partie. Ah ben là, problème, vous devez contacter un nouvel acheteur ou un nouveau client. Et ça devient, pour le coup, un peu compliqué parce qu'il faut repartir de zéro. Après, il peut y avoir des facteurs externes. Les facteurs externes, c'est effectivement l'économie qui s'effondre, les nouvelles réglementations qui arrivent, les taxes d'importation qui n'étaient pas prévues, etc. Donc tout ça, ça peut être des freins, bien évidemment.
Et puis les Chinois vont forcément vous tester, hein, encore une fois, lors de vos prochaines réunions, pour voir si vous êtes sérieux, professionnel et surtout fiable. Parce qu'ils ne sont pas fous, ils ont besoin de la marchandise, mais si après avoir vendu votre container, on ne vous voit plus, et ça arrive souvent, c'est-à-dire que vous n'avez pas de SAV derrière, et bien là, ça va être la catastrophe. Je pense que vous allez perdre un client très rapidement. Gardez son calme et posez des questions, bien évidemment, si vous n'avez pas tout compris. Les erreurs courantes à éviter, c'est un manque de préparation culturelle parce qu'on n'est pas au courant de certaines choses, on ne vous l'a pas dit, donc vous ne pouvez pas le savoir. La meilleure méthode de le savoir, c'est bien évidemment que quelqu'un en amont vous ait formé. Donc ça, ce n'est pas toujours le cas. De toute manière, la meilleure méthode pour apprendre, ça reste les échecs. Malgré tout, si on peut les limiter, c'est d'autant mieux. Éviter des approches trop directes ou agressives. Typiquement, si j'oppose les deux cultures Chine et on va dire une culture un peu plus agressive que nous, qui est la culture américaine, c'est deux cultures opposées. Les Américains qui vont aller dans l'agressivité, on est les meilleurs, on va réussir, on veut telle condition, on va signer le contrat de cette manière, et si vous n'êtes pas content, c'est pas grave, on s'en fiche. Et les Chinois vont dire, oula, mais c'est un peu trop direct pour nous, on va essayer de limiter l'aspect, bon, ça va être très compliqué à gérer. Et donc ensuite, sous-estimer le temps nécessaire à la construction de la relation, donc ça prend du temps, hein. Encore une fois, c'est des pays qui sont lointains, avec une culture vraiment très différente, donc il ne faut pas trop être pressé. Mais moi, j'étais un peu impatient au départ. Je pensais que, après avoir appris le commerce international et après avoir appris le mandarin, je savais de quoi je parlais. En réalité, pas du tout. Et ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. Et j'ai fait des erreurs. Vous en ferez aussi, le moins possible, j'espère. Mais la meilleure manière de ne pas en faire, c'est de se former. Et donc, pour se former, il faut effectivement comprendre comment ça se passe. Donc, pour conclure, hein, sur cette conférence, on a vu que la négociation en Chine, elle reposait sur une préparation rigoureuse, ok, des relations de confiance, vous l'avez compris, donc c'est le fameux guanxi, le terme vraiment à retenir. Les deux notions clés à retenir, c'est le guanxi et le mianzi, hein, c'est la face. Et donc, il y a un proverbe chinois qui dit, voilà, la patience est une vertu, mais dans les affaires avec la Chine, c'est une stratégie. Ne jamais montrer que vous êtes impatient parce que votre interlocuteur le verra, le saura, et par conséquent, il va en profiter et vous allez certainement faire des erreurs lors de la dernière négociation et ça peut vous coûter assez cher. Je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez scanner le QR code. Dans ce QR code, vous avez toutes mes coordonnées. LinkedIn, je crois qu'il y a même TikTok, YouTube, etc. Vous retrouverez l'intégralité de ma formation aussi à l'intérieur, où j'aide justement les professionnels à performer sur la Chine. Et puis si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, eh bien contactez-moi. Je suis résident à Bordeaux, donc c'est assez pratique. Mais je voyage beaucoup. Et je pense que je vais repartir certainement en Asie au mois d'avril, certainement. Je vous remercie.